Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 août 2025 et notre ami John Helmer est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, John. Merci de m'accueillir, Nima. C'est un plaisir d'être de retour. Commençons, John, par la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Comment as-tu trouvé cette réunion et quels en ont été les principaux points? Nous n'avons rien entendu au sujet de la proposition. Quelle était la proposition de la part des États-Unis à laquelle la partie russe a répondu favorablement? Que s'est-il passé pendant la réunion? Quels sont, selon toi, les points principaux à retenir? Eh bien, nous avons fait pas mal de chemin depuis cette réunion, évidemment. Et nous devons maintenant comprendre ce qui avait été convenu à l'époque à la lumière de ce qui s'est passé depuis la rencontre avec Zelensky, puis les dirigeants européens à la Maison-Blanche lundi. Il est temps pour moi de demander à tous les jeunes de quitter la salle et à toute personne ayant l'estomac fragile ou un réflexe nauséeux un tant soit peu sensible de sortir pendant que nous discutons de ce qui se passe. Ce qui se passe, en général, c'est l'un des chantages les plus cyniques et corrompus que le monde ait jamais connu. Ce que nous savons désormais des événements de lundi, et nous reviendrons ensuite à votre question sur ce à quoi le président Poutine a consenti et ce qu'il va devoir affronter, c'est qu'il ne s'agit pas de démilitarisation ni de la fin de la guerre, mais plutôt de la remilitarisation de l'armée ukrainienne, financée par les Européens et payée aux États-Unis. Au total, il s'agit d'un programme de 100 milliards de dollars pour remilitariser l'Ukraine, sous couvert de ce qu'on appelle désormais des garanties de sécurité. C'est le cash-sex. La remilitarisation est désormais le programme. Ce qui s'est passé en Alaska, c'est qu'il y avait déjà un accord pour discuter et se comprendre entre le président Poutine et le président Trump. Et je pense que nous l'avons déjà dit, ce qui s'est passé avait été en partie préprogrammé lors de la rencontre entre M. Vitkov et le président Poutine au Kremlin quelques jours plus tôt, et en partie dans les communications que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a eues avec le secrétaire d'État Rubio au cours des 4 dernières semaines. Le côté américain a été lent, beaucoup plus lent que le côté russe, à préciser le programme, l'itinéraire officiel. Mais ce que nous savons maintenant, grâce aux fuites qui ont eu lieu par la suite du côté américain, après les réunions, et à la différence entre la réalité des réunions, le calendrier américain et le calendrier russe, c'est que ce qui était initialement prévu, comme l'avait annoncé Yuri Ushakov, l'assistant du président Poutine pour les affaires étrangères, était une rencontre en tête-à-tête, suivie d'une réunion élargie des délégations, puis d'un déjeuner, et enfin d'une conférence de presse. C'est ce qu'Ushakov a publié sur le site du Kremlin. Et c'est tant mieux, car à aucun moment la Maison-Blanche n'a publié de programme. À la place, ce qui a fuité via la National Public Radio et quelques autres sources, ce sont des documents oubliés dans une imprimante par un fonctionnaire du département d'État, pressé au point d'oublier que le programme avait été imprimé et de ne pas retirer l'original du bac. C'est une erreur courante. Mais ce que cela révèle, c'est ceci. Tout d'abord, le camp américain ne faisait pas confiance à Trump pour rencontrer Poutine seul. Ce qui devait à l'origine être un tête-à-tête avec des interprètes consécutifs, juste des interprètes, sans électronique, sans enregistrement, uniquement des prises de notes et une interprétation consécutive, a été modifié. Cela devait durer pas moins de 40 minutes, ce qui n'est pas très long, suivi par les délégations élargies. Ce qui s'est ensuite passé, selon le programme du département d'État, c'était une réunion en format 3 contre 3. Et cela devait durer une période relativement courte. Il s'agissait de Rubio, Vitkov et Trump d'un côté, et du côté russe, du président Poutine,
du ministre des Affaires étrangères Lavrov, et non pas du partenaire d'affaires oligarque de Vitkov, Kirill Dmitriev, mais plutôt de Yuri Ushakov. Dmitriev a été complètement isolé des réunions en Alaska. La discussion sur l'argent, les pots de vin, les affaires, pour laquelle Dmitriev et Vitkov sont les négociateurs concernés, a été isolée des discussions centrales. Mais il n'y a pas eu de délégation élargie. La conférence de presse, selon le protocole du département d'État, devait durer 1 heure. Elle a duré 12 minutes, dont 8 consacrées à la lecture par le président Poutine d'un discours préparé à l'avance. Il est donc très important de comprendre que, du point de vue russe, l'essentiel était de déterminer si, pour le président Poutine, M. Trump comprenait quelles sont les positions russes, les positions centrales de la Russie. Après tout, il a dit à plusieurs reprises qu'il avait besoin de voir et de rencontrer le président Poutine pour comprendre quels étaient les paramètres. Il a répété quels étaient ces paramètres, comme s'il n'y avait eu aucune négociation depuis février lors de leur premier appel téléphonique. C'est comme si, et cela est évident, le président Trump ne lisait pas les feuilles de conditions. Il ne comprend pas les termes. Cependant, il a 1 ou 2 formules toutes faites, idées fixes, dans la tête. À son arrivée, il avait une idée fixe. Il devait y avoir un cessez-le-feu. Et je serais très déçu, a-t-il déclaré en atterrissant en Alaska, s'il n'y en a pas un à mon départ. Il avait abandonné l'idée d'un cessez-le-feu. Et ce à quoi il a ensuite consenti, c'est qu'il y aurait une négociation d'un accord de paix, dont le cessez-le-feu serait une conséquence et une composante, mais qui résulterait d'un accord sur un ensemble de conditions pour la paix. Cela devient alors le nouvel édifice dans la tête du président Trump à son départ. Accord de paix, et non plus cessez-le-feu. Du point de vue russe, il était donc essentiel pour le président Poutine de s'adresser directement à Trump, non pas au téléphone, mais en face à face, dans un contexte où il pourrait juger. Le président américain comprenait-il quelles sont les positions russes? Si tel est le cas, alors le président Poutine était prêt à faire un certain nombre de compromis autour des objectifs centraux. Nous reviendrons sur ces objectifs centraux, car ils ont pris une nouvelle forme au cours des derniers jours. Sur ce chemin, et c'est la raison pour laquelle j'invite les enfants à quitter la pièce et les auditeurs âgés à vérifier leurs réflexes nauséeux, Melania Trump a publié une lettre concernant les enfants qui a été transmise au président Poutine. Elle a ensuite été reprise hier par Zelensky, qui a présenté au président Trump une réponse à cette lettre. C'est une politique cynique, corrompue et répugnante. Pourquoi? Parce qu'elle a été commanditée. Il s'agissait d'un coup monté reprenant la propagande ukrainienne sur les enfants disparus. Une pure invention que la partie russe n'a pas réussi, malgré des mois d'efforts, à démontrer comme étant fausse. Pourquoi Madame Trump a-t-elle publié une telle lettre? Why did Mrs. Trump issue such a letter? Well, she didn't initially draft it. Eh bien, elle ne l'a pas rédigé au départ. Ce texte combine 2 signes révélateurs d'une corruption cynique. L'un est israélien, l'autre est ukrainien, et ils se rejoignent dans la personne de Zelensky. Après tout, si l'on se soucie des enfants et de l'engagement des États-Unis envers la survie des enfants, Madame Trump aurait pu évoquer la contribution des États-Unis au génocide des enfants de Gaza, des enfants palestiniens ces derniers mois. Le cynisme de cette manœuvre comme diversion face au génocide israélien est trop évident. Et il n'y a qu'une seule façon pour que ça se fasse au niveau de la Maison-Blanche. Cela s'achète, cela se paie. C'est exactement ce que c'est. Et c'est le signe du niveau de corruption, de manipulation cynique de la propagande qui a précédé la série de réunions à l'arrivée de Zelensky à Washington, ainsi que des dirigeants européens. Alors, le cynisme et la corruption prennent une ampleur nettement plus grande.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que d'un côté, il n'y a qu'une seule personne à la table, le mini-chancelier d'Allemagne, l'homme dont le mandat politique est désormais tombé sous la barre des 24%. C'est à quel point Merz est impopulaire en Allemagne, qui est le seul à affirmer publiquement qu'il doit d'abord y avoir un cessez-le-feu. Tous les autres, y compris Zelensky, ont laissé entendre qu'avec les garanties de sécurité appropriées autour de la carte, pour une redistribution proportionnelle des territoires, il pourrait y avoir un accord de paix. Mais la condition n'est plus un cessez-le-feu. C'est que le président Poutine doit venir rencontrer M. Zelensky, avec ou sans la présence du président Trump immédiatement, mais certainement une troïka à des fins d'organisation et pour se tenir la main lors de la conférence de presse. Voilà la nouvelle conditionnalité. Et les Européens ont déclaré verbalement qu'ils ne sont pas sûrs que le président Poutine osera, qu'il aura le courage de se présenter. Mais qu'est-ce qui est sur la table maintenant? Ce qui est sur la table maintenant renverse les accords que le président Poutine pensait que M. Trump avait. Corriger l'idée de l'absence de cessez-le-feu, nous aurons un accord de paix. Un accord de paix, du point de vue russe, signifie d'abord la fin de la guerre. Deuxièmement, cela signifie l'arrêt de l'approvisionnement des forces militaires ukrainiennes à partir des stocks de l'OTAN et des États-Unis. Troisièmement, cela implique l'arrêt du partage de renseignements qui permet aux Ukrainiens de continuer à attaquer la Russie, principalement grâce à la collecte de renseignements par satellite, avions et drones américains. Ces trois éléments feraient partie d'un accord de paix. Mais un accord de paix signifie également que la loi martiale n'est plus tenable en Ukraine. Sans loi martiale, l'illégitimité d'un président gouvernant sans élection doit être corrigée. Il doit y avoir des élections. Par conséquent, il doit y avoir un changement de régime. Que Zelensky soit réélu ou non est une autre question. Franchement, il faut admettre que Zelensky a les meilleures chances d'être réélu, car les alternatives, le général Zaloujny, l'ex-président Porochenko et d'autres, bénéficient de beaucoup moins de soutien populaire et ne représentent aucun changement significatif de ligne. Ainsi, un accord de paix comporte tous ces éléments politiques et militaires. Appelez-les les objectifs fondamentaux de l'opération militaire spéciale russe, démilitarisation et dénazification. En ce qui concerne le territoire, cela n'a pas été abordé en Alaska. En revanche, cela a été discuté à Washington hier. Mais ce qui est nouveau, et notre public devra se retenir de vomir tant c'est cynique et corrompu, c'est une tentative de relancer et de reconfigurer la guerre afin que l'armée ukrainienne, avec les Allemands, soit en mesure de se battre à nouveau dans 2, 3 ou 4 ans. C'est repousser le problème, mais juste assez longtemps pour que Merz, Meloni, Starmer, Macron, voire Stubb, ne soient plus au pouvoir. C'est donc leur retraite, une forme de retraite très lucrative, sur le dos d'un électorat qui ne peut pas convaincre les Britanniques, les Français, les Allemands, les Italiens, ni personne d'autre en Europe de payer pour cela. Et pourtant, cette assemblée de faibles, tous avec une approbation publique inférieure à 25%, Meloni comprise, impose désormais la position russe à travers une série de garanties de sécurité sans zone démilitarisée, seulement une remilitarisation de l'Ukraine pour reprendre le combat. Voilà ce qui se passe. Une question très sérieuse se pose donc. La raison pour laquelle je commence par la lettre cyniquement corrompue de Melania Trump, c'est que cette nouvelle remilitarisation est elle aussi cynique et corrompue. Les 50 milliards de dollars d'armes américaines qui seront financées via l'Ukraine et achetées aux États-Unis. Ensuite, un engagement de 50 milliards de dollars d'investissement par les États-Unis dans la construction d'armes d'attaque à longue portée directement en Ukraine.
Oui, des drones longue portée, mais une nouvelle forme d'attaque à longue distance contre la Russie, niant absolument la possibilité d'une zone démilitarisée et la protection de la nouvelle Novorossia, les nouveaux territoires russes ou de l'arrière-pays. Alors, qu'a-t-on accompli? Eh bien, nous allons continuer à en discuter. Mais le contraste entre aujourd'hui, mardi matin, heure américaine, et vendredi après-midi, heure de l'Alaska, est extraordinaire. Et il est important que notre public comprenne le nombre de surprises cyniques, corrompues, politiques et militaires à venir. Nous ne devons avoir aucun doute à ce sujet. La question est de savoir quand et comment la partie russe, et principalement le président Poutine, appellera la situation par son vrai nom. John, penses-tu qu'il semble qu'hier, lors des discussions entre les Européens et Zelensky, Donald Trump ait soudainement décidé de parler avec Vladimir Poutine, qu'il ait appelé Poutine? Était-ce approprié, selon toi? Quel était le problème, à ton avis, si c'était le cas? Eh bien, il ne fait aucun doute qu'il y a eu un appel. Cela a été reconnu du côté du Kremlin. Je crois que c'était un appel de 40 minutes. On peut supposer que le président Poutine et le président Trump parlent désormais en anglais. Presumably now President Putin and President Trump speak in English. What we know from an unguarded microphone. Ce que nous savons d'un micro laissé ouvert lors des réunions d'hier, ce qui a été relayé aujourd'hui dans la presse russe, mais je remarque que la presse américaine incompétente n'a pas entendu le micro ouvert. Ils n'ont pas entendu le micro ouvert, qui a pourtant été entendu dans tout Moscou. Bon, rien de nouveau à ce sujet. Ce qui a été entendu, c'est que Trump a dit à Macron, vous savez, aussi incroyable que ça puisse paraître, Poutine veut vraiment me proposer un accord. Maintenant, prenons tout cela avec un grain de sel politique et tenons compte de l'incapacité monumentale de Trump à comprendre ou même à écouter ce que disent les autres. Il a dit à Macron qu'il pense que Poutine veut apaiser, s'attirer les faveurs et proposer un accord à Trump. D'accord? C'est ce que pense Trump. D'accord. Donc, la réponse à votre question concerne vraiment le problème de la manière dont Poutine peut réagir au téléphone lorsque Trump essaye de montrer qu'il fait tout son possible pour permettre à Poutine d'offrir à Trump l'accord qu'il souhaite. C'est la nature même de ces échanges téléphoniques. Souvenez-vous de la façon dont la partie russe gère cela, car c'est assez unique. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Il est vrai que nous n'avons jamais été à un tel niveau de guerre auparavant. Avant l'Alaska, le président Poutine a organisé une démonstration internationale de recherche de consensus avec tous les alliés stratégiques de la Russie, à l'exception notable de M. Pezeshkian, le président iranien. Tous les autres ont été contactés par téléphone, tous les autres. Et du côté indien, il y a eu 2 réunions. Un appel téléphonique avec le Premier ministre Modi et une rencontre en face-à-face au Kremlin avec le conseiller à la sécurité nationale de Modi, Ajit Doval. Depuis, le président Poutine a de nouveau appelé le Premier ministre Modi, et cette semaine, la délégation indienne à Moscou sera dirigée par M. Jai Shankar, le ministre des Affaires étrangères. Ainsi, au plus haut niveau, ce que Poutine a pu montrer, c'est qu'il coordonne et décide collectivement de la manière de traiter avec les Américains, aux côtés de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, des pays d'Asie centrale, de la Biélorussie et de la Corée du Nord. Collectif. Deuxièmement, sur le plan intérieur, le président Poutine a convoqué, pour ainsi dire, 21 responsables, les chefs des services de renseignement, le chef de l'état-major général, le général Gerasimov, avant la réunion pour dire « Bon les gars, voici la situation à laquelle nous sommes confrontés. Voici ce que j'en pense. Et vous, qu'en pensez-vous »
Ils ont fait un tour de table. Bien sûr, nous ne savons pas exactement ce qui a été dit, même si un certain nombre de personnes en parlent à d'autres, qui me le rapportent, et qui le disent à tout le monde dans les médias. Et le consensus, c'est qu'il y avait consensus. C'est très important. Le président Poutine montre qu'il agit avec le consensus, même s'il existe des divergences de factions sur la manière de gérer les Américains. Il existe un consensus selon lequel rien de ce qu'un Américain peut dire ou faire n'est digne de confiance, mais que le président Trump représente la seule opportunité dont dispose la Russie dans la situation actuelle, et pour les 3 prochaines années prévisibles, d'aboutir à un arrangement conforme à l'intérêt national de la Russie, à ses intérêts militaires et à ses intérêts économiques. Voilà donc ce qui s'est passé à l'arrivée en Alaska, et au départ, un processus similaire de construction du consensus. Il n'y a pas encore eu le temps d'un débat de consensus entre les responsables sur ce qui s'est passé il y a quelques heures à Washington. C'est trop tôt. Mais ce que la partie russe peut constater, c'est le plan de remilitarisation divulgué qui figurait dans le Financial Times de ce matin, fuite provenant directement de Zelensky. Ils peuvent lire ce que le chancelier Scholz propose pour la remilitarisation de l'Allemagne, et donc, d'un point de vue du renseignement du côté russe, d'un point de vue militaire du côté russe, il y a une nouvelle urgence. Ah, dit le côté russe, maintenant le président Poutine, voyez-vous, c'est ce qu'il cherche vraiment à faire maintenant. Ils ont accepté notre position, pas de cessez-le-feu sans négociation. Négociation d'abord, cessez-le-feu ensuite. Mais ils ont remplacé un accord de paix par un accord de guerre, et ils insistent pour que vous veniez serrer la main de Zelensky lors de la signature de l'accord. Que faire? Voilà où nous en sommes actuellement. John, en ce qui concerne les garanties de sécurité que les Ukrainiens demandent, quel est l'état d'esprit des Russes par rapport à ce qui se passe à Washington et à Bruxelles, en Europe et à Washington? Que veulent-ils? Vont-ils se rejoindre ou existe-t-il des différences significatives entre les partis concernés? Comment voyez-vous ces partis parvenir à se rassembler et à trouver un terrain d'entente? Eh bien, je ne vois absolument pas les partis trouver un terrain d'entente. Impossible. Stratégiquement impossible. Cependant, c'est habilement formulé. Habilement formulé. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la partie russe plaide depuis longtemps, depuis la présentation des garanties de sécurité du 17 décembre 2021, 2 traités, un pour les États-Unis, un pour l'OTAN. Garanties de sécurité. Des garanties de sécurité mutuelles et réciproques pour toute l'Europe et entre la Russie et les États-Unis. Appelez cela aussi un plan de garantie de sécurité. Du point de vue russe, et c'est du bon sens, il doit y avoir une sécurité mutuelle et réciproque. La sécurité est indivisible. Une autre expression que la partie russe utilise souvent depuis le 17 décembre 2021. En d'autres termes, il s'agit d'un cadre de sécurité européenne qui réduit le risque d'attaque, qui réduit l'appréhension ou la menace d'attaque du côté européen comme du côté russe. Si ce n'est pas mutuel, ce n'est pas une garantie de sécurité, c'est unilatéral. C'est une préparation à recommencer ce que nous venons de traverser. D'accord. Donc, dans la mesure où les Américains ont rejeté les traités du 17 décembre 2021, ils n'ont jamais été discutés par les Européens, ils n'ont jamais été autorisés à être rendus publics, ni débattus dans les médias publics des États européens ou des États-Unis, ils ont été principalement écartés. Cela nous a mis sur la voie de la guerre, et la guerre a commencé quelques semaines plus tard. Now, 3.5 almost
Aujourd'hui, 3 ans et demi, presque 4 ans plus tard, nous nous retrouvons dans une situation où des garanties de sécurité ont soudainement émergé, portées par une combinaison de dirigeants européens et Zelensky. Mais elles signifient des choses complètement différentes. Complètement différentes. Si vous investissez 50 milliards de dollars en sécurité, la toute dernière technologie de drones longue portée des États-Unis et de l'OTAN, et que vous les placez entre Kiev et la frontière polonaise, avec une portée de 5000 km vers l'Est, vous préparez une guerre à longue distance contre la Russie, n'est-ce pas? Est-ce vraiment une garantie de sécurité? Pas tout à fait. Nous avons eu diverses propositions européennes. Starmer et Macron ont parlé d'une force européenne de réassurance, toujours rejetée, car la position russe a été la suivante. Regardez, vous utilisez le champ de bataille ukrainien comme une plateforme pour une guerre de facto de l'OTAN contre nous. C'est une guerre de facto de l'OTAN contre nous. Ne nous faisons pas d'illusions sur ce qui se passe. Deuxièmement, pendant que vous faisiez cela, pour mettre fin à cette guerre, nous n'allons pas permettre à vos hommes de rester sur place pour surveiller une zone démilitarisée. La démilitarisation signifie le retrait des armes lourdes à longue portée. Les Ukrainiens sont revenus en disant « Nous voulons des systèmes de missiles Patriot dans le cadre de cet accord, et nous sommes prêts à les acheter. » Ils ne sont pas prêts à les acheter. Ils emprunteront l'argent à l'Europe et au Canada. Ils ne rembourseront jamais cet argent, et les États-Unis garantiront les prêts et récupéreront l'argent, et les commissions seront soigneusement réparties. D'accord? C'est une combine. En théorie, les systèmes de missiles Patriot ne posent pas vraiment de problème aux Russes. Ils ont été neutralisés partout où ils ont été déployés. Donc, si les États-Unis veulent installer davantage de Patriot autour de Kiev ou de Lviv, les Russes peuvent les vaincre. Permettez-moi de prendre un peu de recul du point de vue russe. Ce n'est pas la première fois que le président Poutine doit faire face à la corruption d'une présidence américaine. Ce n'est pas la première fois non plus que les Russes ont envisagé de soudoyer les Américains pour obtenir quelque chose qu'ils désiraient, à une époque où les relations étaient un peu plus coopératives. Entre 2008 et 2009, General Motors était en faillite aux États-Unis. Et les Russes et les Allemands, c'est-à-dire Poutine et la chancelière Merkel à l'époque, ont élaboré un plan impliquant certains grands syndicats allemands et Sberbank, la banque nationale russe, ainsi qu'un oligarque russe nommé Oleg Deripaska. Ils ont mis au point un stratagème pour racheter les usines Opel et Vauxhall, mais principalement la division automobile allemande Opel, à GM, et développer une entreprise automobile russo-allemande basée sur Opel. Des pots de vin ont été versés à la famille Clinton. J'ai raconté cette histoire dans L'homme qui en savait trop sur la Russie. Les pots de vin étaient identifiables. Ils ont bien été versés. Et Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, a laissé une trace qui a ensuite été révélée, montrant qu'elle était d'accord avec Merkel, avec l'ambassadeur américain en Allemagne, pour que les États-Unis acceptent la vente de General Motors à l'Allemagne. Et puis, elle s'est rétractée, laissant Poutine furieux. Et cela est bien documenté dans l'article que j'ai publié il y a longtemps, en 2008-2009. Cela remonte à pas mal de temps. À partir de ce moment-là, le président Poutine savait qu'Hillary Clinton était une personne corrompue, cynique et indigne de confiance, et que rien de ce que les Américains pourraient offrir, avec ou sans pot de vin, ne serait jamais respecté. Maintenant, c'est un problème très sérieux. L'offre et l'acceptation de pots de vin sont omniprésentes dans ce monde. Ce n'est rien d'inhabituel. Mais le fait que les Russes en soient venus à la conclusion qu'on peut soudoyer un Américain, mais qu'on ne peut pas compter sur ce qu'il fera ensuite, a commencé avec Hillary Clinton.
en 2008-2009. Quelle est la différence maintenant que Stephen Witkoff est l'intermédiaire pour la famille Trump? Du point de vue russe, c'est pas exactement le genre de choses dont on parle en public. Mais comme je viens de vous le dire, l'histoire de la corruption des Américains au niveau présidentiel est longue, controversée et amère. Alors pourquoi à ce stade, le président Poutine, ayant fait preuve d'un certain degré de sincérité et d'ouverture envers le président Trump, au point que Trump pense que Poutine veut lui proposer un accord, pourquoi la partie russe devrait-elle croire que la partie américaine offrira autre chose qu'une remilitarisation dans laquelle la famille Trump empochera les commissions et où les administrations sortantes de Macron, Merz, Meloni et Starmer, ainsi que ces individus, partiront avec de très confortables retraites vers le coucher du soleil. John, lorsque vous parlez de la remilitarisation de l'Ukraine, voulez-vous dire que Donald Trump envoie des armes? Je discute avec des experts militaires et ils estiment qu'il faut du temps aux États-Unis pour produire ces armes et les envoyer en Europe. Mais pensez-vous qu'une administration Trump les enverrait à l'Ukraine ou donnerait la permission aux Européens de les envoyer à l'Ukraine si un accord était trouvé en Ukraine? Car cela serait crucial pour la partie russe. Ils ne veulent pas que Kiev et le gouvernement ukrainien soient capables de les attaquer à nouveau. Ils veulent une Ukraine neutralisée. Une Ukraine qui ne soit pas assez puissante pour leur causer des problèmes, ou peut-être inviter l'OTAN. Eh bien, inviter l'OTAN est hors de question. Il ne s'agit pas simplement de savoir si l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, et cela a été transformé en garantie similaire à l'article 5 de l'OTAN. C'est pourquoi les Européens le demandent aussi. Eh bien, tu soulèves 2 points, et je pense qu'ils sont pertinents, Nima. Tout d'abord, tout cela prend du temps. Et du point de vue russe, du point de vue américain, du point de vue européen, prendre du temps est bénéfique pour tous. Souviens-toi, l'un des accords conclus entre le président Poutine et les dirigeants indiens et chinois était que Poutine ferait tout son possible pour convaincre Trump de ne pas introduire de sanctions secondaires lorsqu'elles ont été menacées la semaine dernière. L'échéance est passée. Le président Trump n'a annoncé aucune sanction secondaire, même si je pourrais revenir sur ce point dans 2, 3 ou 4 semaines. Donc l'idée, la fausse idée, rappelons-le, que Witkoff répétait sans cesse à l'Iran, tant que nous continuons à discuter d'un accord de paix, il n'y aura pas d'attaque. En effet, la situation actuelle est, comme vous l'avez dit, que tous ces plans de remilitarisation nécessitent du temps pour produire, pour acheter, pour livrer, pour installer. Ils nécessitent également une carte, un accord sur la délimitation du territoire russe, les territoires russes de jure ainsi que de facto, la Crimée, Kherson, Zaporizhia, Louhansk et Donetsk. Où commence-t-il? Où finit-il? Où se trouve la frontière la plus à l'ouest face à l'Ukraine? Qu'est-ce qui est alors démilitarisé entre cette ligne et, disons, Kiev? Nous avons décrit cela depuis des mois comme une zone démilitarisée avec diverses formes de vérification. Vérification par satellite, par drone, inspection d'infanterie, etc. Derrière la zone démilitarisée, dont la forme et la profondeur restent à définir et à approuver, se trouve la partie résiduelle de l'Ukraine, qui bénéficie des garanties de sécurité, ainsi que des investissements et du réapprovisionnement. Maintenant, du point de vue russe, et je reflète ici les propos de sources qui entendront ce que je rapporte, ils ont également besoin de temps pour se réarmer. Ils ont besoin de temps pour restructurer les forces armées russes, non seulement pour ce champ de bataille, mais aussi pour le front nord, de l'Ukraine vers le nord, à travers la Pologne,
jusqu'à la frontière finlandaise, à travers l'Arctique jusqu'à l'Extrême-Orient, sans oublier le front sud, qui est désormais très instable, avec les attaques américano-israéliennes contre l'Iran et la pénétration américano-israélienne en Azerbaïdjan et en Arménie. Nous sommes donc confrontés à tous ces nouveaux problèmes, sans parler du désir américain de mobiliser le Pakistan comme plateforme pour poursuivre la guerre contre l'Iran à l'est de ce pays. Toutes ces choses demandent du temps. Elles exigent aussi de la bonne volonté. Or, il n'est pas question ici de bonne volonté, il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Pas avec des accords cyniques, corrompus, de réarmement de plusieurs milliards de dollars. Pour donner à chacun une idée de ce que représentent 50 milliards de dollars de réarmement pour l'Ukraine et 50 milliards de dollars d'investissement. L'ampleur. Vous aurez entendu, et nous en avons déjà parlé, que le président Trump ne cesse de répéter « J'ai dépensé » ou « Les États-Unis ont dépensé » ou « Sous Biden, on a dépensé pour les 3 dernières années de guerre 320 milliards de dollars » et que les Européens ont 100 milliards de dollars. Ces chiffres sont faux. Ils sont faux. Un inspecteur général spécial du Pentagone publie tous les 6 mois environ un rapport public indiquant précisément le montant dépensé. Et nous en avons déjà parlé dans votre émission. Le montant dépensé par les États-Unis pour et en Ukraine est inférieur à 80 milliards de dollars sur 3 ans. Donc, un réinvestissement de 50 milliards de dollars sur à peu près la même période correspond à peu près à ce qui a déjà été dépensé. En ce sens, nous repartons en guerre, nous remilitarisons. Mais il y a un autre investissement de 50 milliards de dollars dans la fabrication d'armes. C'est tout à fait nouveau. Et il serait bien sûr protégé contre les attaques aériennes russes, car il ferait partie d'un soi-disant accord de paix avec garantie de sécurité. De plus, il y a le plan de réarmement allemand de 50 milliards d'euros, qui est étroitement lié non seulement au champ de bataille ukrainien, mais aussi à celui de la Pologne, des États baltes, et qui remonte vers le nord à travers la Finlande. En réalité, les montants engagés sont désormais supérieurs à ceux dépensés depuis le début de l'opération militaire spéciale. Supérieurs. Essayons donc d'appréhender l'ampleur de ce que l'on appelle les garanties de sécurité. Avec cette ampleur de remilitarisation et de réarmement, un retour à la guerre, oui, vous avez raison, cela prend du temps. Le temps est ce que toutes les parties recherchent actuellement. Le problème, c'est que la Russie progresse. La Russie a l'initiative militaire. En relançant la campagne de guerre électrique, la Russie peut détruire la capacité des forces ukrainiennes à continuer de se battre. Pourquoi s'arrêter maintenant et abandonner les avantages opérationnels, tactiques et en fin de compte, stratégiques sur le champ de bataille? Pourquoi ne pas combattre jusqu'à la capitulation de l'armée ukrainienne et imposer un ensemble de conditions qui seront plus facilement vérifiables à l'avenir? Pourquoi tolérer la remilitarisation? N'est-ce pas sacrifier tout ce pour quoi on s'est battu depuis février 2022? Donc oui, tu as raison, Nima. Le temps est ce que toutes les parties souhaitent, y compris tous les alliés russes. Le temps est ce que veulent les Américains. Les stratèges du Pentagone plaident pour une séquence des guerres. Nous avons besoin de temps pour réorienter nos forces, disent Elbridge Colby, et les planificateurs des opérations et de la stratégie du Pentagone, afin de nous réorienter vers la Chine. Nous laisserons les Européens gérer la guerre en Europe, et nous en profiterons du mieux possible. Ce n'est pas un abandon de la doctrine américaine de l'hégémonie. Ce n'est pas un abandon pour rendre l'Empire à nouveau grand. C'est une hiérarchisation des priorités basée sur le temps. Donc tout le monde voudrait du temps.
Combien de temps est-il nécessaire pour repousser le problème? Et combien de sécurité gagne-t-on pendant la période où l'on repousse l'échéance? Eh bien, je pense avoir dit à peu près tout ce qu'il fallait pour poser la question, et c'est une décision russe qui doit être prise dans les prochains jours. Après tout, Medvedev et d'autres ont déclaré que Poutine devait se décider à rencontrer Zelensky dans 2 semaines. Le camp russe laisse entendre en réalité, non. Nous ne serons pas liés par un délai. Nous avons des groupes de travail qui réfléchissent à des conditions de discussion en vue d'une éventuelle rencontre avec Zelensky. Donc, si et quand les groupes de travail auront terminé leurs tâches et que nous serons d'accord sur les conditions, alors il pourra y avoir une rencontre avec Zelensky. Donc, à très court terme, dans les 2 prochaines semaines, nous devons voir ce que la partie russe dit à propos des conditions, et s'il y a une position russe claire sur la remilitarisation, parce que c'est bien ce que Trump veut dire aujourd'hui. John, ce que nous avons vu de la part du président Poutine avant et après la réunion, c'est qu'il a appelé les pays des BRICS et les pays d'Asie centrale pour les informer, pour leur faire savoir ce qui s'est passé. Selon vous, dans quelle mesure partage-t-il ces informations et que cherche-t-il à leur dire concernant l'Ukraine? Est-ce lié à l'Ukraine ou essaie-t-il de leur transmettre un message plus général au vu de ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie? Eh bien, avec des partenaires stratégiques comme la Chine et l'Inde, la conversation est très détaillée et elle repose sur la vérité. Je pense que surtout depuis que le Premier ministre Modi a eu sa propre expérience directe avec Trump, le président Xi aussi, le président Ramaphosa d'Afrique du Sud, le président Lula du Brésil, tout le monde a eu un contact direct et une certaine familiarité. Ils savent tous de quoi Trump est capable, de quoi il n'est pas capable, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il serait raisonnable de prendre pour argent comptant que le président Poutine fait un compte-rendu exact de ce qui a été dit et écoute ce que ses homologues, les partenaires stratégiques et alliés ont à dire. Il répond à leurs questions. Je suis désolé, j'ai peut-être mal compris votre question, mais je pense que dans cette coalition, le président Poutine est capable de révéler plus de vérité que Trump n'est capable d'en révéler à ses alliés européens. D'une part, ils sont nettement plus intelligents et capables d'interagir, de poser des questions et de répondre aux réponses que la coalition américano-européenne. Nous avons vu, par exemple, que les 2 célèbres lèche-bottes à la table hier étaient l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, celui qui a un jour appelé le président Trump « Papa ». Et Ursula von der Leyen, qui n'a été élue par personne, qui a été évincée d'Allemagne par la chancelière Merkel en tant que l'une des pires ministres de la Défense que l'Allemagne ait jamais eue, et envoyée à Bruxelles où elle ne représentait plus de danger pour la politique allemande. Ces 2-là sont tout simplement incapables d'avoir un véritable échange de points de vue, d'intelligence ou d'appréciation stratégique au sein de leur coalition. Mais entre le président Poutine, le Premier ministre Modi, le président Xi, le président Lula et le président Ramaphosa, c'est différent. Et je ne veux pas porter de jugement négatif. La direction nord-coréenne, la direction d'Asie centrale, ce sont des acteurs très importants pour la Russie, et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre que la vérité entière qui soit révélée lors de leur conversation. C'est incroyable que tu aies mentionné les alliés américano-européens. Quand je regarde cette image, je ne vois aucun allié. Et regarde les dirigeants européens rassemblés autour du bureau de Trump, essayant de communiquer avec lui. Qu'est-ce que cela signifie, John, en ce qui concerne l'Europe et la politique européenne?
On dirait qu'ils sont en quelque sorte désespérés. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent même pas, comme tu l'as mentionné, ils ne sont pas satisfaits de la situation en Ukraine. Et d'une certaine manière, ils n'ont pas le pouvoir de s'opposer à la politique de Washington. Comment vois-tu ce qui se passe en Europe, John? How do you see what's going on with Europe, Well, John? it's a wonderful picture. It's very C'est une image magnifique, c'est très amusant. Si vous regardez qui est au premier rang, il y a Meloni, von der Leyen, Scholz, Macron. Von der Leyen, Merz, And Macron. next to Et à côté de Meloni se trouve Staff. Starmer is not in the Il n'est pas sur la photo, mais... Eh bien, je pensais que Starmer était derrière. Starmer's in the back. No, Can't- no, Starmer. Non, Starmer. is Il on est à la droite de Meloni. In the À l'arrière, c'est Besson. Le type que tu vois derrière, c'est Besson. Tu vois sur cette photo, juste à côté du bras de Meloni ici. picture you see, you know, next to Yes, Meloni, yes. Starmer here. Yes, under the grinning visage Oui. of Ronald Reagan. Sous le visage souriant de Ronald Reagan, au-dessus de la carte qui a été réalisée pour ce groupe par l'Institute for the Study of War à Washington, D.C., et transmise par Zelensky, It's a tutorial oui. class. c'est une classe de tutorat composée d'individus ayant chacun une cote politique inférieure à 25%. Donc ils agissent tous contre l'opinion publique dans leur propre pays, contre l'avis des contribuables. Ce sont des faibles politiques qui ont trouvé un moyen de prosement de poursuivre la guerre afin de s'enrichir pour le reste de leur vie. It enriches them for their life, for what's left of their lifetimes. And let's be clear from a Trump point of view. Soyons clairs, du point de vue de Trump, la politique présidentielle n'a que 3 ans. Il ne reste que 3 ans. The one thing that Et la seule chose sur laquelle le président Trump ne cesse d'insister, à savoir son succès en matière de paix, n'a eu aucun effet sur l'opinion publique. Sa cote de popularité reste négative, stable, inchangée. Elle ne réagit pas à ce qu'il présente comme ses performances en politique étrangère. En fait, sa cote globale nette est d'environ moins 6%. Mais l'approbation nette de sa politique étrangère est d'environ moins 15%. Donc rien de ce qu'il fait, qu'il considère comme des succès en matière de paix et de victoire, n'a la moindre influence sur l'opinion publique des électeurs américains. is the slightest bit influential on public opinion among American voters. On the other hand, were he to be seen to D'un autre côté, s'il venait à être perçu comme ayant perdu la guerre en Ukraine de la même manière qu'il affirme que l'administration Biden a fui Kaboul, il ne peut pas se permettre de perdre une guerre, d'être vu comme subissant la défaite physique qu'il attribue à Biden à Kaboul. Donc lui, comme eux, cherche à gagner en dépensant l'argent des contribuables, pour lequel ils n'ont pratiquement aucune approbation parlementaire et dont ils n'ont pas besoin. Et soyons francs, il y a un soutien propagandiste total dans leur presse. Il n'y a aucune dissidence. Notre programme, ton podcast, Nima, est un phare unique de vérité aux États-Unis. Il n'y a rien de comparable en Europe, je suis désolé de le dire. Mais quel est notre public? How many of? What's our audience? What's the combined audience of the anti-war? Quel est le public cumulé des podcasts anti-guerre aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe? Moins d'1 million, je pense. Moins d'1 million. Soyons donc francs. La guerre de la propagande a été remportée par l'Occident. Ce groupe de personnes ne fait face à aucune critique de la part de leur presse lorsqu'ils rentrent chez eux. Aucune. Absolument aucune. Ils savent qu'ils contrôlent leur presse. Ils savent qu'ils contrôlent leur parlement, qu'ils peuvent gouverner sans leur parlement, comme Macron le fait effectivement. Pour eux, l'impopularité n'a pas entraîné de coup politique parce qu'il n'y a pas de coup médiatique et pas de coup électoral. Pas encore. Et la réponse de Merz à sa position de faiblesse en Allemagne, c'est la répression, c'est d'attaquer l'AfD, qui devient de plus en plus forte à mesure que Merz s'affaiblit. Donc la guerre de propagande a été perdue, et pour répondre à votre question, ils sont faibles, mais ils ne sont pas vaincus lorsqu'ils rentrent chez eux. Il n'y a personne à qui ils doivent brandir leur bout de papier, comme Chamberlain l'a fait après sa rencontre avec Hitler à Munich.
Chamberlain avait une tâche bien plus difficile. Convaincre l'opinion publique britannique et le Parlement de l'époque qu'il avait conclu un accord efficace avec Hitler. Laissons de côté le fait qu'il ne l'a pas fait, mais il a gagné du temps. Il n'existe rien de comparable aujourd'hui dans nos médias occidentaux, à ce podcast. Rien de comparable. Par conséquent, ces personnes ne courent pas de risques politiques. Elles perdent donc lentement du terrain sur les questions intérieures et dissimulent le coût de la guerre en Ukraine. John, avant de conclure cette session, nous avons eu Donald Trump, avant son élection aux États-Unis, qui parlait de son attachement au pays, du slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique » et qui ne parlait que des États-Unis. Et quand on observe Donald Trump au cours des 6 derniers mois, penses-tu que Donald Trump a, d'une certaine manière, changé d'état d'esprit ou de stratégie? Parce qu'avant d'arriver au pouvoir, tout tournait autour des États-Unis. Mais il me semble que c'est toujours le même plan. Au fil du temps, ses idées s'estompent et d'une certaine façon, il veille à l'hégémonie américaine. Vous avez mentionné l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Vous avez évoqué la situation avec l'Europe. Je dirais, il a dit que c'était il y a seulement 2 semaines qu'il se vantait d'envoyer des armes. L'Europe achète ces armes pour poursuivre le conflit en Ukraine, et elle le paye pour cela. Il ne s'agit pas de rendre l'Amérique grande. Il s'agit de rendre l'hégémonie américaine à nouveau grande. Pensez-vous que le plan, pour les 3 prochaines années, où il sera au pouvoir, à Washington, aux États-Unis, serait que cela devienne l'agenda principal? Eh bien, c'est l'un des principaux points de sa politique publique ou étrangère, oui. D'abord, ne jamais perdre, donner toujours l'impression d'être un gagnant. Ensuite, continuez à marteler la propagande sur tout l'argent que vous faites entrer aux États-Unis. Je veux dire, comme je l'ai dit au début, il faut contrôler notre réflexe nauséeux. Plus on analyse le langage de Trump, plus on perçoit les limites d'une personne qui invente simplement, qui en réalité ne sait pas lire, qui ne voit que des images et qui récite des slogans. Ce n'est pas un esprit, c'est quelque chose de moins qu'un esprit, appliqué à faire de l'argent, du pouvoir, des voix, et il le fait aussi efficacement et rapidement que possible, entouré d'un cercle de proches. C'est ainsi que je le vois. C'est une erreur fondamentale, du point de vue du décompte des voix à la présidentielle, d'imaginer que l'on peut traduire ce genre de, ce qu'il a appelé, ce que Trump appelle, gagner des guerres ou faire la paix en voix. Les sondages continuent de montrer qu'il se trompe à ce sujet, donc il ne peut pas continuer à faire cette erreur. C'est une erreur qui sera mise à l'épreuve lors des élections de mi-mandat l'année prochaine. Mais le Parti démocrate n'est pas une opposition sérieuse au niveau présidentiel. Pas encore. L'année prochaine, lors des élections de mi-mandat, ils n'ont pas besoin d'un leader national, ils doivent gagner au niveau local, et c'est ce qu'ils feront. Et ce qu'ils feront sera différent sur la question juive, la question du génocide, par rapport à la question de la guerre en Ukraine. La question de la guerre en Ukraine n'a pas été un enjeu politique majeur, ni pour gagner ni pour perdre des voix lors de la dernière élection présidentielle, ni lors de celle d'avant. Que Trump continue de répéter une erreur tactique électorale, il finira par la corriger. Mais à mon avis, ça n'a pas d'importance. Peu importe ce qu'il dit. Il s'enrichit et gagne en pouvoir personnellement, tout comme sa femme vient de le faire avec cette lettre pour enfants, tout comme ses fils le font. L'ampleur de l'enrichissement de la famille Trump dépasse de loin tout ce que Hunter Biden et son père ont pu faire en Ukraine. Ces deux-là ont probablement accumulé dans le scandale Burisma sur lequel j'ai enquêté il y a des années et dans lequel Hunter Biden était impliqué, quelque part entre 5 et 20 millions de dollars.
c'est de la petite monnaie pour Eric Trump, Donald Trump Jr. et Melania Trump. De la petite monnaie. And Melania Trump. Small change. You got to add a digit or two. Il faut ajouter un ou deux chiffres, un zéro de plus. Le niveau d'enrichissement familial est d'un tout autre ordre de grandeur. Mais la presse, absente, absente. Je veux dire, je ne prends pas le New York Times au sérieux. Personne ne devrait. Nous n'avons même plus besoin de critiquer le New York Times. Le Los Angeles Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, les médias américains sont désormais incapables et ils n'ont jamais vraiment mené d'enquête sérieuse. Ils se sont discrédités avec le Russiagate, donc inutile d'y revenir. Le public des podcasts sait de quoi nous parlons. Je pense qu'il ne faut pas exagérer en disant que le président Trump a un esprit. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer, ce sont les calculs derrière les slogans. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons montré que ce qui les attend, c'est une échelle d'auto-enrichissement comme les États-Unis n'en ont jamais vu auparavant. Thank you so much, John. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci, Nima. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bye. Bye.